Bonsoir, on est de retour pour cette émission spéciale avec un grand invité. Ce n'est pas toi, Romain, mais c'est pas grave, tu seras utile ce soir. C'est Aurélien Bélanger qui fait beaucoup parler de lui depuis cette rentrée pour ce livre, Les derniers jours du Parti socialiste. Alors beaucoup en ont déjà parlé à la télé, dans les médias et tout. Et maintenant, c'est notre tour avec notre regard à nous. Décolonial, islamiste, tout ça. Donc tu vas passer au crible du décolonial, Aurélien, mais je suis très content de te recevoir. Comment ça va, Aurélien ? Eh ben, pas mal. Merci beaucoup de me recevoir. Ça va, t'as pas peur ? En fait, je suis allé à plein de médias et j'ai eu aucune réaction. Même quand je suis allé au Point, personne ne m'a rien dit. Et là, j'ai eu des petites réactions quand j'ai annoncé que j'étais ici ce soir. Donc Ah ouais, il y a eu des gens mécontents. Il y a eu des gens mécontents, plus que d'habitude, j'ai l'impression. Et pour m'aider, pour m'assister dans cet entretien, j'aurai Romain. Romain, on a mis marxiste. Qu'est-ce que tu en penses de cette description ? T'as mis un E. Non, c'est pas moi, dis-moi pas, c'est pas moi qui ai fait l'affiche. Moi, je m'occupe plus de ces petites tâches. Hein. Ouais, bah oui, c'est sûr. Bon, il y a quelqu'un qui a mis un E à mon nom de famille, donc D'autecourt. Je sais pas si on a voulu un peu ça qui te choque. M'inscrire dans la noblesse ou je sais pas trop quoi, mais non, c'est D'autecourt. Eh ben, je suis ravi de marxiste, ouais. Je suis ravi de te recevoir. Alors Romain, je te présente, Aurélien, je te présente très vite. Alors moi, je vais t'avouer, on va parler franc-jeu, que je te connaissais pas avant, mais parce que moi, je lis très peu de romans, donc je connaissais pas du tout. Tu es écrivain, tu es romancier, tu es aussi chroniqueur radio. J'ai vu que tu avais reçu le prix Flore en 2014. Tu as sorti plusieurs romans, dont Le Grand Paris en 2017 ou encore Le XXe siècle en 2023. Je crois même que tu as sorti 3 romans en 3 ans, là, non ? Quasi, il y en a un, c'est pas un roman, c'est un essai où j'ai passé une nuit au Louvre. Oui, gros rush en ce moment, gros rush, ouais. Et plus de 3 romans. Oui, non, mais là, les 3 derniers, je veux dire, là, en 3 ans. Ouais. Tu écoutes les fins. Mais toi, tu as lu un peu plus, Aurélien Bélanger, tu connaissais ? Ouais, je connais. Je suis pas un spécialiste non plus, mais j'avais lu Théorie de l'information et le truc sur l'Eurodance. Ah, absolument, une pièce de théâtre à la base, ouais. Parce que ça faisait un super bon titre de livre, un livre qui s'appelle Eurodance. Ouais. Parce que c'est quoi le sujet ? C'est le monde de la nuit ? Non, c'était une commande d'une pièce de théâtre pour Julien Gosselin pour les étudiants du TNS à Strasbourg. Et c'était un spectacle sur l'Europe et le spectacle s'appelait 1993. Ouais. C'était un peu sur l'apothéose bizarre de l'Europe dans les années 90, une sorte de fantasme de fin des temps très très safe, très bleu, très flippante, qui a donné à la fin le Calais comme zone de guerre hyper militarisée où des chasses aux migrants s'organisaient dans la nuit, etc. Et donc c'était rigolo d'appeler ça Eurodance, musique extrêmement froide de l'époque. Ouais. D'accord. Et là on va parler de ce livre qui fait beaucoup parler de lui. Et justement, la première question, et peut-être aussi Romain, tu nous donneras un avis global sur le livre, c'est ce que tu en as pensé, si tu as apprécié la lecture. Alors il faut savoir que moi je pense que tu as apprécié parce que c'est toi qui m'as dit moi ça m'intéresserait bien d'interroger Aurélien Bélanger. Et c'est un livre qui fait beaucoup parler de lui, autant en bien qu'en mal. Alors on va le dire clairement, à gauche il est très bien reçu. Déjà j'ai l'impression que juste le titre ça réjouit beaucoup de gens, et le sujet. Mais au centre et à droite c'est le livre polémique du moment. La première question que je voudrais te poser, c'est est-ce que tu t'attendais à une telle réception ? Ouais, un peu une polémique, oui. Ça faisait un peu partie du plan de com que j'avais imaginé dans ma tête. Pas tant sur le titre, mais parce que j'attaque quelques personnages médiatiques et je savais qu'ils allaient réagir, ça allait les énerver, donc je savais que ça allait faire un petit effet boule de neige. Après les derniers jours du Parti socialiste, je savais que ça allait... tous les gens de ma génération et plus vieux, donc les gens qui ont de 35 à 80 ans, ils ont une histoire avec le Parti socialiste, bonne ou mauvaise, en général plutôt mauvaise, mais ils ont une histoire avec le Parti socialiste. Donc écrire, ça, c'est quasiment comme si je feuilletais l'album photo de leur vie politique. Le titre est bon, après, il n'est pas polémique en soi, parce que le Parti socialiste n'a pas eu besoin de moi pour mourir. Mais bon, la polémique était plutôt sur les personnes que j'attaque dans le bouquin. Toi, globalement, t'en as pensé quoi de... Oui, très globalement, parce qu'on va aller dans les détails après. Ouais. Parce que moi, c'est sur les réactions, en fait, même. Ça m'a étonné que certaines critiques, en fait, qui ont été faites de ton bouquin, comme un ouvrage très unilatéral, et ça, je sais pas, on va sûrement en discuter, mais moi, je trouve qu'il n'est pas si unilatéral que ça, et qu'il est même très ambigu, et que moi, je comprends pas que certaines figures que tu attaques, et ce qui est marrant, c'est qu'en plus, tu intègres dans ton roman les réactions probables que va susciter ton roman, quoi. Il y a un espèce de truc de mise en abîme, surtout à la fin, quoi. Et
Et je trouve ça très étonnant, en fait, qu'ils considèrent que c'est une charge contre cette tendance, parce qu'on sent quand même qu'il y a, moi je pense, en tout cas, c'est une certaine fascination aussi de ce discours. En tout cas, tout le début du roman, oui, normalement, on sent que tu adhères un peu, quoi. C'est pas que tu adhères, mais... Jusqu'à le bouquin doit faire un peu moins de 500 pages, mais jusqu'à la page 350, normalement, on ne sait pas où je suis. Et bon, après, j'ai fait des interviews où j'ai dit à peu près, donc j'ai clarifié les choses. Mais et après, c'est vrai que c'est la première fois que je faisais un texte qui avait un retentissement politique immédiat, et c'était compliqué de faire comme d'habitude, de parler de littérature. Après, pourquoi pas, parce que c'est toujours un peu de la triche, dire c'est un roman, je suis pas dans le vrai monde, moi je suis un romancier, je suis un artiste. Je trouve que la posture, elle est un peu minable. D'un autre côté, là, après 2 mois, à quasiment jamais parler du livre, mais à parler de mes opinions politiques, de limite faire un statut d'éditeur, qu'est-ce que vous pensez que Michel Barnier va faire, quoi. Je me dis, bon, j'aimerais bien reparler un peu de littérature. Donc bon, c'est un peu de ma faute, mais après, c'est intéressant d'écrire un bouquin politique, spécialement dans la situation maintenant, parce que ça crée du trouble dans sa réception, quoi. Alors, oui, il y a les gens qui disent 500 pages, les gens en vrai ça se lit facilement. 450. Ouais, 50 pages en moins. Attention, parce que moi je paye le prix selon le nombre de pages, hein, donc ça peut être un argument vendeur aussi. Mais ça se lit facilement. Et c'est vrai, avant qu'on aille dans les détails, moi il y a la forme du livre qui m'interroge. Donc, en fait, comme on voit dans le livre, c'est très fortement inspiré de faits réels. C'est-à-dire qu'il y a des personnages, on voit de qui tu t'inspires. D'ailleurs, ça me pose la question de comment ça se passe dans l'interview. Est-ce qu'on doit parler des personnages dont on sait à qui ils font référence, ou on parle des personnages tels qu'ils sont cités dans le livre, parce que même parfois, il y a un personnage qui rassemble plusieurs personnes. Moi, Frayère, moi j'ai l'impression qu'il y a Onfray, et à la fin du roman, c'est un peu plus Zemmour, quoi, sur la candidature et tout. Donc il y a ça, et moi la question que je me pose, c'est pourquoi la forme roman et pourquoi pas au final la forme essai, parce que j'ai l'impression parfois il y a une forme un peu bâtard entre les deux, où on ne sait pas trop se placer. C'est-à-dire que en termes d'essai politique, on pourrait mobiliser avec des éléments, et qu'en fait les gens vont dire mais non, mais ça s'est pas passé, et donc ils arrivent à renvoyer ça, à dire bon ça sert à rien, comme un peu a fait Raphaël Enthoven, en disant mais de toute façon ça s'est jamais passé. Ouais. Et moi le truc roman, j'ai l'impression que si on s'intéresse pas à la sphère politique, on peut pas prendre de plaisir à lire ce roman. Alors, c'est vrai que je m'inspire de personnages réels. En général, je dis pas qui c'est parce que à la limite c'est pas le sujet, mais je vais pas chercher la vérité psychologique de ces personnages. C'est-à-dire que j'ai pas fait d'enquête sur eux. J'ai pris par ailleurs c'était essentiellement des personnages publics. Donc j'ai regardé leur fiche Wikipédia, 3 articles de journaux, et la plupart j'ai même pas lu leurs livres. C'est pas grave. Je voulais vraiment les traiter comme ils m'étaient apparus moi, c'est-à-dire comme des têtes qui parlaient dans la télé, quoi, ou sur Internet. Mais ce qui m'intéressait, c'était pas leur vérité psychologique à eux, c'était plutôt la vérité de l'époque. Il me semble qu'ils sont hyper emblématiques de plein de choses, et donc je pouvais charger. C'est pour ça qu'ils n'ont pas leur vrai nom. En fait, ils m'intéressent pas particulièrement, et je pense pas que ce soit des personnes exceptionnelles. Par contre, ils sont ultra symptomatiques d'une certaine décadence des élites françaises. Enfin, ils sont symptomatiques de plein de choses, et ça me permettait. Ils étaient chimiquement purs dans mon petit laboratoire, donc c'est vrai que est-ce qu'un philosophe s'engage en politique, on peut imaginer qu'on ferait, d'ailleurs il l'a laissé entendre dans des interviews, on peut imaginer qu'on ferait ait eu des velléités politiques à un moment, par exemple. Oui. Donc c'est pas, voilà, mais en fait on s'en fiche. Je trouvais ça intéressant, c'est est-ce qu'un philosophe médiatique peut avoir ce type de fantasme, etc. Donc, et c'est vrai que le livre est un peu troublé, parce qu'effectivement on dit que c'est un roman à clé. Oui, c'est un peu un roman à clé, c'est-à-dire il y a 5 personnages principaux. C'est mieux de savoir qui c'est pour profiter du bouquin, mais en même temps je pense que le livre, s'il est lu dans 50 ans et que ces personnages, je l'espère, auront totalement disparu dans les oubliettes de l'histoire, le livre pourra continuer à être lu et n'aura pas perdu de valeur littéraire. Disons que c'est comme si parce que comme les vieux bouquins du 19e siècle, on peut lire un Dickens avec des dessins, c'est plus sympa, mais on peut très bien lire un Dickens sans les dessins. Le jour où on n'aura plus la clé des personnages, ça sera comme lire un Dickens sans dessin, ça restera un Dickens de qualité, quoi. Moi je me posais la question parce que justement, pour revenir un peu à cette différence roman essai, est-ce que j'ai un peu l'impression, parce que en fait, bon, je pense qu'on va le dire, mais en fait tout le roman est quand même travaillé par une figure un peu, et toi tu t'essayes de compliquer ça, la théorie du complot, en fait. Il y a quand même cette idée qui est dès le prélude, où est-ce que résumer la fascisation, parce que c'est le thème du bouquin, c'est de dire que l'émergence du fascisme français est liée à
une espèce d'hérésie du Parti socialiste, donc un petit groupe qui aurait manigancé. Et est-ce que dire ça, c'est pas tomber dans une forme de théorie du complot, tout ça? Et moi, je voulais savoir si tu n'utilisais pas en fait le roman comme une manière de répondre à des formes de théorie du complot qui sont aussi celles du printemps républicain, qui sont aussi travaillées par cette question du théorie du complot, et notamment les musulmans qui vont détruire l'Occident, et notamment les frères musulmans. Voilà, il y a quand même toute cette question-là et de travailler ça dans un roman, est-ce que c'est pas plus simple ou plus approprié qu'un essai qui serait s'opposer factuellement, tu vois, avec des sources et tout, il y a plus de liberté dans le roman. Voilà, tu vois. Très, très bonne question. Alors, premièrement, sur la théorie du complot de la droite impliquant les musulmans, le titre du Figaro Live, enfin le grand titre du Figaro tout à l'heure quand je suis parti de chez moi, c'était un spécialiste de l'éducation qui se demande si le projet secret des islamistes, ce n'est pas d'affaiblir l'école pour affaiblir l'Occident. En termes de théorie du complot, on est vraiment stratosphérique là. Mais donc, alors ça, c'est le premier point. Alors moi, je m'en sors. C'est vrai que le bouquin, au début, il y a une sorte de narrateur qui réfléchit un peu, c'est une sorte d'historien du présent. Il se demande ce qu'il va faire. Voilà, je veux enquêter sur ce groupe que moi j'appelle le mouvement du 9 décembre, donc qui part du Parti socialiste et qui sont des défenseurs d'une sorte de laïcité intégrale, en tout cas défensive. On y reviendra peut-être. Et il se dit c'est hyper bien parce que on peut tout expliquer par ce groupe, mais en même temps c'est un peu de la théorie du complot. Et puis c'est pas bien la théorie du complot, mais d'un autre côté mais la théorie du complot, les romanciers savent qu'elle est inventée par des romanciers. C'est dans un second temps que la théorie du complot, à la base c'est des feuilletonistes au 19e siècle qui ont inventé la théorie du complot et ça a marché hyper bien, complot jésuite, complot franc-maçon, enfin toute l'histoire du 19e siècle est abreuvée par ça. Donc le roman est un bon lieu pour traiter de l'histoire sous le mode de la théorie du complot, mais la théorie du complot, alors c'est là où c'est un peu compliqué, un peu tordu, c'est comme un bon outil épistémologique. Pour bien comprendre la réalité, le complot c'est bien, à la fois parce que ça oblige à se positionner pour et contre. Donc là je vais essayer de développer une théorie du complot intégrale, sachant que j'y crois peut-être pas, mais qu'en tout cas elle aura pour elle d'apporter une thèse hyper forte. Alors la thèse hyper forte, c'est de dire que tout le mal vient d'une sous-section du parti socialiste, et qui explique, donc parce qu'il faut expliquer pourquoi le Parti socialiste s'effondre, pourquoi Macron monte et pourquoi à la fin l'extrême droite va gagner. Voilà, il y a quand même trois. Et il me semble qu'en tirant ce fil, qui est mon fil de parce que la gauche est devenue raciste, etc., ça va permettre, ça jette beaucoup plus de troubles idéologiques. Et c'est vrai que cette petite sous-section, du PS, elle a été animée par des intellectuels plutôt mineurs, plutôt losers, qui ont surfé avec cynisme sur les attentats de 2015 pour faire triompher leur thèse, et qui a plutôt gagné sans gagner. Enfin, en tout cas, voilà, moi, ça m'intéressait. Et c'est vrai que le bouquin questionne vraiment la théorie du complot. Donc, j'ai pas de réponse comme ça à apporter. En tout cas, j'ai essayé d'avoir une préface subtile et je la regarde. Je suis assez lucide. J'essaie d'être assez lucide sur ce que je fais. Ouais. Parce que je sais pas si tu connais. Bon, après, ça, c'est juste. Tu sais, il y a un livre qui est sorti sur Quanon, qui s'appelle Q comme Quanon. Oui. Moi, j'avais lu le précédent, qui est un bouquin. C'est un groupe d'Italiens anonymes. Ils sont 5 et effectivement, ils avaient fait un bouquin sur la réforme qui s'appelait. La réforme, Luther et la réforme comme complot du pape. Ils sont hyper forts en complot et ils ont fait un bouquin sur Quanon qui est il y a vraiment cette thèse en fait que vraiment le truc qui est assez présent pour répondre à l'extrême droite, c'est de tout le truc fact-checking, la zététique, le débunkage, tu vois, truc dans Libération. Maintenant ils ont un truc et en fait eux ils disent que c'est pas comme ça qu'on répond au complot. Clairement, j'entendais. J'ai l'impression qu'il y a j'entendais une interview du possible futur vice-président de Trump qui expliquait, il le disait de façon très très limpide. Il disait nous sommes extrêmement violents contre le système politique américain parce que nous pensons qu'il est lui-même corrompu. Voilà, c'est le fameux vider le marigot de Trump, etc. Mais on comprend pas la violence de l'extrême droite américaine si on comprend pas qu'elle est déjà dans une vision complotiste. Enfin, elle pense qu'on lui fait une violence depuis le début. En fait, elle pense que les médias et Washington sont profondément dégueulasses, d'où leur délire qu'il y a des complots pédophiles dans des pizzerias, etc. Ils sont très sincères là-dessus. Le Pizzagate pour le Pizzagate. Mais donc, effectivement. Donc, alors après, c'est très. Je dis pas. Effectivement, la zététique. D'abord, en général,
tous les zététiciens, ils virent les uns après les autres d'extrême droite. Oui. Ensuite, ensuite, je l'ai convaincu là. Ensuite, il faut pas. Non, moi, je vais pas non plus dire la théorie inverse, qu'il faut opposer du complot au complot et du récit au contre-récit. Je ferai attention à ça. En tout cas, le livre, l'objet roman, il se pose là. Et après, moi, je m'en sors avec une théorie un peu fumeuse, parce que j'ai fait des études de philosophie. Je dis c'est le zeitgeist, quoi. C'est l'esprit du temps. Voilà. À défaut. L'esprit du temps, bah voilà, mais pour le coup, ça peut presque être marxiste, parce qu'on peut imaginer qu'à un moment, ce qu'on a dans notre cerveau relève assez peu de choix individuels et est complètement agi par des infrastructures idéologiques, etc. Donc on peut imaginer, et c'est pour ça, moi, c'est un reproche qu'on me fait de mon bouquin, c'est qu'on a l'impression que tous ceux qui commandent l'histoire, c'est pas du tout le peuple, c'est pas du tout le mouvement social, c'est 5 personnes ensemble c'est un peu dans une pièce. Mais c'est une vision possible, c'est pas faux d'un point de vue marxiste, c'est une société bourgeoise totalement dégénérée, aboutie à l'occultation totale des classes populaires dans un système médiatique très verrouillé, dans lequel s'expriment des paroles de plus en plus délirantes. Et quand on allume aujourd'hui les médias d'information en continu, on a vraiment l'impression que c'est 5 fous qui parlent ensemble et qui ont une influence démesurée. Récemment, il y a eu un exemple, quand on a parlé par exemple de cette espèce de théorie fumeuse pénible à expliquer, enfin qui est fausse, que les antiracistes sont les racistes d'aujourd'hui. Bon voilà, il y a plein de gens qui ont écrit des thèses compliquées pour expliquer cette théorie qui est fausse, mais récemment on a entendu Retailleau s'exprimer, venir à la télévision et le redire, mais en mode j'ai compris ma leçon. Voilà, les antiracistes d'aujourd'hui sont les racistes d'aujourd'hui. Il avait même pas besoin de réfléchir, on lui avait donné des éléments de langage. Donc c'est une pensée qui est totalement folle, mais qui peut avoir des effets dans le réel. On va en reparler de tout ça. Juste pour revenir un petit peu sur le livre, la théorie, en gros la thèse c'est que la chose qui a participé à la fin du Parti Socialiste, c'est l'abandon d'une ligne antiraciste et notamment par la voie de la laïcité, qu'en fait la laïcité marque une rupture au sein du Parti Socialiste et masque en fait le fait que certains adoptent clairement une ligne raciste et prêt à adhérer à une sorte de pacte républicain qui peut rassembler assez large à droite et une partie de la gauche. Sauf qu'en fait, ils ne sont pas, c'est là où c'est un peu compliqué à expliquer, c'est qu'ils ne sont pas des défenseurs de la laïcité. Oui, voilà. Non, mais... ils s'autoproclament défenseurs de la laïcité. En réalité, ils jouent à contre-courant par rapport à la vieille histoire de la gauche et de la laïcité. Bah ça aussi, je veux dire, ça c'est un sujet aussi à discussion parce que qu'est-ce que c'est ? En fait, là dans le truc, on a l'impression qu'il y a une vision objective de ce que serait la laïcité. Tu vois, la laïcité, c'est ça et pas ça. Sauf que, et on le voit dans l'histoire même de 1905 et des débats qu'il y a eu, et je crois que c'est Bobéro qui faisait aussi cette analyse, c'est que, en fait, il y a diverses manières de concevoir la laïcité et que cette manière qu'ils ont de concevoir de la laïcité, eh ben elle a déjà existé dans le passé, sauf que c'est la ligne qui a perdu. Et que j'ai l'impression que là, il y a une revanche de cette ligne-là par rapport à d'autres lignes de laïcité un peu plus souples. Mais pour revenir sur ça, quand est-ce que toi, parce que pour nous, en fait, on a l'impression que bon, ça fait des années qu'on a cette analyse-là, quand est-ce que toi, il y a eu vraiment le moment où tu t'es dit, ah, il y a quand même une arnaque derrière cette mobilisation de la laïcité? Alors moi je mets en scène un écrivain qui me ressemble un petit peu et il va très loin, il signe carrément, enfin il fait la plume pour écrire le manifeste du mouvement du 9 décembre. Moi j'ai pas été jusque là, mais j'avoue que dans le traumatisme post-attentat en 2015, quand j'ai vu qu'il existait un truc qui se lançait qui s'appelait le Printemps républicain, l'espace de 15 secondes je me suis dit tiens, c'est intéressant. Voilà, ça a duré 15 secondes. Je suis pas débile. Voilà, c'est mon maximum d'adhésion. Voilà, je le reconnais. Et très rapidement, alors ils m'ont aidé en fait. Ils m'ont aidé. Je me suis rendu compte. En fait, que c'était très rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait un sous-texte raciste. C'était assez évident. Il se trouve que je suis blanc et que je suis pas très sensible au racisme. Enfin, c'est une découverte de ces 5 dernières années. Parce qu'en fait, j'avais un effort pédagogique à faire sur moi-même pour être sensible au racisme. Voilà. Donc, à la limite, c'est des personnes plus racisées que moi qui m'ont un petit peu dit, en fait, ils sont racistes. Voilà. Bon, j'ai fini par me rendre compte. Et puis ensuite, ils m'ont aidé parce qu'ils étaient extrêmement violents et agressifs dans leur pratique sur les réseaux sociaux. Et très vite, on a compris que c'était pas des gentils et que le républicanisme qui prenait et puis le côté un peu valeur du dialogue, etc. En fait, il se comportait très très mal. Donc je me suis rendu compte assez vite. Après, je me suis pas dit que j'allais écrire un bouquin là-dessus. D'ailleurs, je me suis d'abord dit que j'allais écrire un bouquin sur le Parti socialiste avant de me dire, ce serait qui les méchants ? Et il y avait plein de méchants disponibles. Il y avait un méchant un peu officiel qui est le néolibéralisme ou l'adhésion de la gauche aux thèses néolibérales, l'abandon de la classe ouvrière. J'ai décidé de prendre un autre méchant, et l'autre méchant, très rapidement, ça a été le Printemps républicain. Donc je m'en suis rendu compte, disons assez tard, parce que le truc existe en 2015.
Enfin, le mouvement est lancé en janvier 2016 et le bouquin, moi, je le commence en 2020. Donc, bon, en même temps, ça a été. Mais après, c'est des choses qui sont plus anciennes. Hein, c'est des dissonances dans l'histoire de la gauche. Moi, je suis assez vieux pour avoir connu Chevènement, ministre de l'Intérieur. Enfin, il y a toujours eu les rémanences d'une gauche autoritaire, d'une gauche du travail, enfin, d'une gauche qui n'est pas vraiment la gauche, mais qui était toujours dans son petit coin. Et même au moment où la gauche était un peu bien, plutôt solide idéologiquement, on va dire, je sais pas, sous les années Jospin, il y a toujours eu cette petite dissonance que la gauche, elle est aussi du côté de la police, machin. Et ensuite, c'est autre chose qui est important, c'est qu'il faut comprendre, je pense qu'il faut comprendre, ça s'explique bien, ça justifie pas tout, mais il faut comprendre la sincérité des vieux militants socialistes qui ont eu l'impression, parce qu'ils venaient souvent de milieux catholiques, ils se sont construits contre leurs parents, c'est la génération 68, etc. Ils sont sortis de la religion et pour eux ça a été quelque chose d'important et ils se sont sentis entre guillemets trahis par l'arrivée de jeunes d'origine maghrébine qui ne faisaient pas cette démarche. Et pour le coup, ils sont sincères. C'est-à-dire qu'ils auraient pu l'analyser correctement, mais ils ont eu en fait une panique morale. Voilà. Ils ont pensé que la gauche, et c'est la vieille histoire de Creil, etc., ils ont pensé que la gauche était morte parce que des filles étaient venues voiler dans un collège à Creil en, je sais plus, 86. Ouais. Et ça a été vraiment une panique morale qui a été très habilement reprise par la droite. On se rappellera des années Sarkozy et puis des directives sur le voile de 2004, etc. Mais la gauche, là-dedans, elle est très perdue. Et il n'y a qu'à suivre le parcours d'un Mélenchon jusqu'à encore récemment. Mélenchon était contre le voile, etc. Oui, 2015, donc, il tweetait contre le voile. Et en fait, toute personne a un peu... c'est très facile de déconstruire ça, mais il faut comprendre que pour des vieux laïcards, ça a pu être un facteur de trouble. C'est ça qui... Bon, je reviens même à ce qu'on avait dit au début. Moi, c'est ça que je trouve assez fort dans ton livre, c'est qu'en fait, tu montres une certaine sincérité des discours. Et en fait, tu utilises beaucoup... il y a plein de gens qui l'ont dit, mais tu vois, le discours indirect libre. Donc, tu fais parler des gens, tu utilises... Après, on peut presque même te le reprocher. Il y a un côté... À un moment, il se balade à Créteil, parce qu'il est adjoint à Créteil, et il se balade, et puis il voit des filles voilées au bord du lac, et il se dit, mais c'est pas grave, leurs filles seront au même endroit seins nus. Voilà, c'est sa vision de l'histoire. Une vision de l'histoire, je sais pas, hédoniste, gauchiste des années 80 qui a existé. Ouais. Et puis qui est très générationnel, quoi. Il y a vraiment un truc, rupture générationnelle, tout ça. Après, ce que je voulais dire, c'est qu'il il y a un truc Bon, c'est très roman à thèse, en fait. Il y a quand même des fois, on a l'impression que tes personnages sont là pour développer des discours tu vois, que c'est presque un peu des prétextes. Tu vois, on pourrait faire cette critique, en fait, un peu presque du roman réaliste à prétention idéologique, quoi. Sauf que, je défends un peu mon... oui, mais ma boutique. Il y a le droit dans la mesure où c'est des idéologues. C'est-à-dire que ce sont des porte-manteaux de leurs idées, ils n'ont pas de chair, mais ils ne veulent être que ça. Ils veulent être, pour les uns, philosophes médiatiques, et pour les autres, obédience occulte du PS qui voilà, ils veulent se dissoudre et devenir des idées. Mais du coup... ça pourrait revenir, c'est parce que tu utilises quand même beaucoup l'opposition Gramsci-Lénine, en disant que il y a la politique léniniste qui vise le pouvoir d'État. Et c'est la conquête du pouvoir de l'appareil d'État, voilà. Et une vision gramscienne qui serait plus une vision d'hégémonie culturelle. En fait, j'ai l'impression que cette opposition Gramsci-Lénine, est-ce qu'elle n'est pas un peu surfaite ? Et notamment, en fait, est-ce qu'elle n'est pas déterminée par presque une récupération de l'extrême droite, de la figure de Gramsci, qui l'a un peu expurgé de sa profondeur matérielle. En fait, Gramsci, c'est pas que ça. Tu vois, il y a un truc très... la droite le fait énormément aujourd'hui. Moi, Gramsci, à titre personnel, parce que je suis pas très fortement politisé quand j'ai 20 ans, je le découvre en 2003-2004, et c'est le... Comment il s'appelle ? C'est le conseiller... c'est le conseiller... c'est le conseiller d'extrême droite de Sarkozy-Buisson qui remet Gramsci dans le jeu. Ouais. Et je m'inquiète pas plus que ça, parce que je savais que l'extrême droite avait fait pareil avec Debord une génération plus tôt. Bon, il y a une récupération... Mais oui, enfin, disons que l'opposition Lénine-Gramsci, moi, je la mets plutôt en scène de façon... je la filtre, c'est pas moi qui parle, c'est mon personnage, justement. Qui, en plus, il est politiquement en loose, il est pas foutu de devenir député. Donc, à un moment, il se réfugie en se disant, bon, c'est pas grave, on va gagner la bataille idéologique. Ouais. Mais c'est intéressant, parce que il est l'auteur... Enfin, le personnage dont je m'inspire, donc le personnage du bouquin, c'est Grémont, et le personnage dont je m'inspire,
m'inspire, c'est Laurent Bouvet qui a écrit L'insécurité culturelle. Donc il s'est lui-même, il a lui-même déporté son combat dans le champ culturel. Voilà, en pensant que l'insécurité culturelle, en gros, ça voulait dire les musulmans, assez simplement. Mais voilà, c'était dit dans un langage déjà un peu gramscien. Ouais. Mais du coup, je sais qu'il y en a qui t'ont fait ce reproche, et je t'ai même entendu dire que ce reproche était presque le plus justifié qu'on pouvait te faire. C'est vrai que ton texte, qui veut montrer comment le fascisme s'est imposé en France, il n'y a presque pas de lutte sociale, quoi. À part les gilets jaunes. Alors, mais en fait, le vrai sujet du bouquin, mais je l'ai pas traité, c'est que la disparition du Parti socialiste, la vraie cause, je pense, c'est la crise du capitalisme. C'est le Parti socialiste marchait à peu près sur un programme keynésien de on fait vivre une économie libérale, mais il y a de la redistribution, et puis on voit bien que les milliardaires sont en train de s'évader, de décoller du sol, et qu'il n'y a plus de distribution, et la classe moyenne, qui a longtemps été le socle électoral du PS, est en train de disparaître. Moi, c'est pas ça dont je parle, en fait. C'est effectivement... Disons que si j'avais été plus fort, que j'avais été plus Karl Marx qu'Aurélien Bélanger, j'aurais traité la grande question. Mais il est intéressant de voir que Marx, à côté de ses bons, ses bangers, machin, les gros trucs, il y a aussi des textes plus rigolos politiquement, comme les bouquins sur le coup d'État de Napoléon Bonaparte. Pour le coup, c'est des textes de classe en France, assez peu marxistes dans la... disons que ça raconte les événements, c'est comment est-ce que la bourgeoisie va confisquer la révolution, etc. Et ça montre vraiment la bourgeoisie à l'œuvre, mais il n'y a pas besoin... Ouais, mais il lit tout le temps... Non, c'est total... Non, mais voilà. D'un point de vue de son œuvre, c'est totalement cohérent, mais disons que quelqu'un qui ne connaît pas du tout le Capital peut lire ses bouquins comme comment est-ce que Napoléon III va gagner à la fin, après la révolution de 48. On peut le lire comme ça. Non, mais oui, je comprends la critique, et je comprends aussi ta manière de défendre. C'est vrai que parfois, on a l'impression qu'en fait, tout se résout par des manigances derrière l'État, et qu'en fait cette personne a eu cette idée, on ne sait pas pourquoi, tu vois, d'un coup Mélenchon s'est dit que ce serait peut-être intéressant de se positionner sur l'islamophobie, juste comme ça il s'est réveillé un matin, c'est pas le rapport c'est pas lié à des luttes politiques, et le fait que à gauche il y a cette ligne là qui s'est imposée, mais je comprends aussi ce que tu veux dire, et d'ailleurs ça m'amène sur la question, c'est que voilà, en gros tu dis qu'on parle beaucoup de la rupture, de la trahison du Parti socialiste sur les questions économiques, et tu dis qu'on parle assez peu de la trahison du Parti socialiste sur les questions racistes, et notamment sur l'antiracisme, et qu'en fait ce que marque Grémont et en fait Laurent Bouvet et une partie du Parti socialiste, c'est une rupture au sein du Parti socialiste sur la question raciale, et qu'eux en fait trahissent les luttes antiracistes. Et c'est là où parfois nous, de notre point de vue, on a un peu du mal à suivre, parce que moi j'ai plutôt on aurait plutôt une lecture inverse, c'est de dire que en fait au contraire Laurent Bouvet et toute cette clique du printemps républicain, alors ne représente pas l'entièreté de la gauche, mais représente une certaine ligne qui est historique au sein de la gauche, d'une ligne qui a toujours été un peu civilisatrice, un peu, et notamment sur la question de la laïcité, mais toujours l'idée c'est-à-dire qu'il y a deux types de colons. Il y a le colon de droitard en mode c'est des barbares par la violence. Il y en a d'autres qui sont un peu plus paternalistes. Il faut les aider, ces pauvres gens, et notamment on le voit avec le rapport avec les jeunes femmes voilées. Et j'ai l'impression que c'est pas quelque chose s'il y a une rupture au sein du PS ou au sein de la gauche, moi je dirais qu'il y a plutôt une rupture dans le sens où l'antiracisme politique, qui était critique notamment sur l'antiracisme moral, dont SOS Racisme était l'un des représentants, s'est imposé au sein d'une partie de la gauche, notamment aux côtés de la France insoumise, et que donc ça a fait en sorte que certains se sont radicalisés, et je dirais plutôt se sont vraiment formés sur la question antiraciste, alors que d'autres sont restés sur un antiracisme moral qui en fait leur convenait, parce que ça assurait un peu la supériorité morale de leur vision du monde, de l'universalisme et tout. Et j'ai l'impression que eux, au contraire, sont restés cohérents dans cette ligne-là de la gauche, et que c'est les autres qui ont un peu trahi, mais pour les bonnes choses, tant mieux si c'est des traits sur ça, sur cette ligne antiraciste. Ah oui, non, je pense que c'est une remarque qui est très juste. Moi, je m'amuse à progressivement, le personnage de Grémont, il redécouvre un peu l'époque Jules Ferry, en fait. Et puis de toute façon, tout ça communique, c'est que problème d'autorité à l'école, il faut des hussards noirs, machin. Donc, et puis à la fin, on aboutit à un racisme qui est extrêmement pervers. Et d'ailleurs, qui est un racisme, c'est là où il est très, très compliqué, c'est qu'il est, on voit dans le même...
l'organigramme du printemps républicain, si c'est une telle chose qu'un organigramme existe là-bas, il y a des personnes racisées. Parce qu'en fait, leur racisme n'est pas du tout moral, justement. Ouais. C'est un racisme structurel et se construit justement contre le refus. Après, pour répondre plus précisément à la question, il me semble, quand le printemps républicain apparaît en 2015, c'est, on va dire, nouvelle gauche antiraciste et encore relativement peu audible. Je pense qu'elle va le devenir 2-3 ans après. Par contre, le printemps républicain est déjà à ce moment-là suffisamment installé pour être l'organe qui va organiser le backlash contre ce nouvel antiracisme. Et moi, le point de départ du bouquin, c'est très simple, c'est j'en pouvais plus d'entendre des gens qui n'étaient pas de gauche faire des leçons de gauche à des gens qui continuaient les combats de la gauche. Et tu penses notamment Rokhaya Diallo contre Enthoven ? Voilà, ce genre de choses. Ou Rokhaya Diallo, qui est par exemple ridiculisée parce qu'elle est sur l'exemple, je le reprends dans le bouquin, l'exemple des pansements, qui est, genre, en fait, pour le coup, c'est une super bonne métonymie ou allégorie de la domination blanche. Et c'est assez pédagogique, voilà. Et plus profondément, en fait, ils ont organisé. C'est vrai qu'ils appartiennent plutôt à une vieille gauche, c'est pas tellement des dissidents de la gauche. Par contre, ils ont organisé la bataille au moment où la gauche avait à nouveau des choses à dire sur la question décoloniale, sur la question raciste. Ils ont organisé le contre-discours. Et les éléments de langage, ils étaient jusqu'à la défense contemporaine du wokisme, etc. Les éléments de langage, ils étaient là clairement. Il s'est passé exactement la même chose sur le féminisme. Ça aboutit à la critique de MeToo, à la critique de la cancel culture, etc. Et c'est intéressant, par exemple, pour le cas de Caroline Forest, qui vient quand même d'une culture militante LGBT. Et ce qui est fort dans la culture LGBT des années 90, d'où elle vient, c'est que c'est une culture, on l'a vu avec les actions d'ACT UP, qui a créé ses propres outils militants qui étaient profondément disruptifs. Et quand les personnes racisées utilisent des outils disruptifs, là, d'un coup, on redevient très bourgeois en disant bah non, et ça aboutit à non, bah de toute façon, il y a une seule légitimité en France, c'est le suffrage électoral. Le suffrage universel, et en dessous, la rue, tout ça, ne compte pas. Donc c'est intéressant de voir qu'en fait, ils sont devenus le laboratoire d'une gauche conservatrice, en tout cas au moment où la gauche sortait, parce que moi je l'ai vraiment vécu comme ça avec MeToo, le Black Lives Matter, j'ai vraiment eu l'impression que la gauche sortait idéologiquement à la tête de l'eau. Elle avait enfin des choses à dire, et je dirais même, pour radicaliser mon propos, vive le pire. Que moi, si je me suis intéressé aux questions de lutte contre le patriarcat, aux questions décoloniales, c'est parce qu'elles étaient mieux. C'est même pas que je les trouvais vraies, a priori, c'est que je trouvais que les personnes qui les défendaient étaient plus intelligentes. Je les trouvais mieux articulées. Oui. Voilà. Oui, qu'il y avait plus. Mais c'est vrai qu'il y a et j'y suis allé presque parce que je trouvais que c'était plus cool, quoi. Ouais. Mais pas plus cool au sens. Il y a plus de réflexion intellectuelle. Il y a plus de réflexion. Il y a plus de réflexion. Et voilà. Mais ce qui est assez fort, moi je trouve, parce qu'on t'a fait un peu de critique, tout ça. Ouais, gentil. On est sympa. Je suis resté. Hein. Prends, tu pars aussi. Non, mais il y a un truc, tu sais, je trouve que tu donnes vraiment, tu as une vision assez forte de ce que c'est que l'ultra-laïcisme, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Ouais. Comme en fait, et justement, ça revient même un peu à Gramsci, tu vois, État, société civile. Ah, pardon. Ouais, tu peux respecter le matériel, s'il te plaît, merci. Ouais, tu vois, société civile, État, et ça, là tu as un peu touché ce truc-là, tu vois, c'est comme si en fait les défenseurs de la laïcité, en fait, fondamentalement, c'était des défenseurs de l'État. Et il n'y avait qu'une seule légitimité, c'était l'État. Voilà, et du coup, tu le montres vachement. Grémont, c'est quelqu'un qui est fasciné par le rituel républicain. Donc républicain, bon, l'État n'est pas forcément républicain, mais en gros, par l'État, même l'État profond, je sais pas quoi, tu vois, des énarques, des cabinets mystériels, tout ça, qui en fait sont une espèce de manière d'engloutir la société et des émergences qui peuvent émerger de la société. Et j'ai l'impression que c'est ça que tu disais, tu vois, ACT UP ou le mouvement décolonial, c'était des formes d'émergence du mouvement social. Et en fait, c'est des gens qui sont paniqués par ce truc-là. Et du coup, ils utilisent la laïcité comme une manière de relégitimer l'État. Alors que, comme on a dit tout à l'heure, tu vois, il y a différentes conceptions de la laïcité. La laïcité, on va dire, presque originelle, ça pourrait être une forme de manière de libérer la société de toute forme de transcendance,
alors que ces gens-là veulent réinstaurer une forme de transcendance qui est la transcendance de l'État, qui est la seule transcendance possible quand il n'y a plus de transcendance religieuse. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ça, leur forme de... Moi, à titre personnel, ce qui m'a vraiment... parce que j'étais un peu confus longtemps, mais ce qui m'a vraiment rendu à la gauche, c'est quand je me suis rendu compte qu'on méritait mieux que l'État. Et ça m'a pas fait de moi non plus spécialement un anarchiste, mais je me suis rendu compte que, en lisant des anthropologues anarchistes, etc., que la forme État-nation avait ses vertus, ses défauts, mais d'imaginer que l'idée, c'est un vrai problème de l'Occident, hein, d'imaginer que l'idéal politique était atteint. Waouh. Et donc, voilà, ce que je trouve, c'est la lecture aussi des textes du jeune Marx, etc. C'est qu'en fait, le fond de l'expérience politique de gauche, c'est d'être ouvert sur des utopies de toutes sortes et d'avoir un intérêt. Et de ne pas penser que cette réification terminale qui s'appelle la Ve République est la chose qui va libérer les hommes et les rendre heureux. Mais dans le mouvement décolonial, je veux dire, la question de la modernité, je sais pas, Ouria pourrait en parler, elle parle beaucoup de ça, mais voilà, de l'imposition de la forme État-nation comme forme hégémonique. Oui, comme temps 1 de la décolonisation, on fait des États-nations. Oui, voilà, et que du coup, même c'est la modernité, quoi. C'est vraiment la modernité. Voilà. Mais je voulais revenir aussi sur les personnages et je voulais revenir sur un truc que tu as fait où tu ne comprenais pas pourquoi il avait autant de critiques de la part du camp adverse. Et c'est vrai que quand on regarde la moitié... Parfois je te lisais et je trouvais que tu retranscrivais tellement bien leurs pensées, tu vois, et tellement fidèlement que parfois, et tu sais, et même tellement fidèlement et plutôt d'une manière habile, qui pourrait convaincre des gens, tu vois, et parfois je me disais mais c'est un troll en fait, c'est un troll, il vient nous troller, il est d'accord avec eux et tu vois, j'y avais vraiment tellement et en fait déjà il y a ça que je comprends, c'est que parce que Grémont je veux dire, tu peux ne pas l'aimer, tu peux ne pas être d'accord avec lui, mais je trouve que tu fais une bonne description, enfin disons une description positive de lui, parce que c'est quand même quelqu'un qui a été habité par son combat. Tu le lis, tu as l'impression qu'en fait, il est habité par cette idée que la France vit une déchéance, il y a vraiment un danger. T'as pas l'impression que c'est quelque chose de méchant, il le vit en lui-même et qu'il faut sauver la France de ça, et qu'il va faire ce combat jusqu'au bout de sa vie, jusqu'à son dernier souffle, il va être habité par ça. Donc je me dis, mais presque un truc positif, tu vois. T'as du respect pour lui, même en étant, tu dis... Il a une profondeur théorique même. Oui, il y a une profondeur théorique et tout. Et ce que je dis, parce que moi, quand je les vois, je me dis, mais en fait... C'est juste en fait, c'est profondément Enthoven, tout ça. Léon Frey, c'est des racistes qui veulent pas admettre leur racisme et qui essayent de trouver des théories. Là, ça va être la laïcité pour masquer le fait que, en fait, pour eux, il y a une supériorité qui vont dire de l'Occident, mais en fait, c'est la supériorité blanche par rapport aux autres barbares. Et les barbares, écoutez-nous. Et quand on te lit, on a presque l'impression qu'en fait, non, il y a aussi une vraie inquiétude, une vraie fascination sur ce que serait la France, et une vraie inquiétude, c'est presque romantique de dire il y a cette France-là, cette France universelle qui allait guider les gens vers la lumière, mais sincèrement qui est en train de disparaître, et presque on est un petit peu sympathique. Est-ce que t'as pas peur parfois de leur donner une bonne image, et est-ce que tu ne masques pas aussi parfois le côté très cynique et très raciste qu'il peut y avoir chez eux? Alors la vision, en fait, qui est une vision de la décadence, c'est quelque chose. Moi, longtemps été un lecteur de Houellebecq et je connais la force de la littérature de droite sur ce point précis. C'est-à-dire la peinture de la décadence, ça génère des effets esthétiques que aucune littérature progressiste peut faire. Voilà, il faut quasiment. Donc moi, je m'en sors en mettant des personnages qui sont englués là-dedans et peut-être en n'y étant pas englué moi-même. Mais cette vision de la France du temps long qui n'est plus la France, voilà. Le grand remplacement, c'est une invention de romancier. Renaud Camus, c'est un romancier. Voilà, c'est des choses. Et voilà, il y a un grand théoricien du racisme, Gobineau, pareil, est romancier. Donc voilà, il y a quelque chose dans ces visions du monde de profondément esthétique. Donc voilà, c'est le danger, mais c'est important de le savoir. Est-ce que moi, je pense que malgré tout, mes personnages sont pas que cyniques parce qu'ils veulent pas juste aller à la télé. Ils ont quand même un projet, de société qui est extrêmement réactionnaire.
mais un peu habillé de progressisme. Raphaël Enthoven s'est fâché contre moi parce que je disais qu'il était kantien et que en philosophie politique, il n'avait pas dépassé le XVIIIe siècle. Mais je maintiens qu'il est kantien. Il dit qu'il ne l'est pas. Je pense que ce serait drôle qu'il me fasse un procès pour ça. Intéressant. Et là, il y a vraiment... Vendé, je pense, bien. Non, mais regardez, je ne suis pas d'accord avec la critique de la raison pure. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose, comme ça, mais c'est une vision qu'on trouve beaucoup sur les je sais pas, les forums d'extrême droite ou les représentations. L'Occident, c'est Mozart, voilà. L'Occident, c'est cette espèce de niveau de civilisation atteint au XVIIIe siècle, oui, et puis après, voilà. Et tout ça, après, ce sera décadence, machin. Donc, moi, je pense quand même que tu es assez travaillé par ça, quoi. Je pense que, alors, tu l'as dit, tu viens de Houellebecq. Et bon, j'ai lu d'autres livres de toi. Il y a quand même ce côté mythologie chez toi qui est assez fort, où en fait tu construis des mythologies. Il y a eu la mythologie du Minitel, qui était une mythologie française, le Grand Paris, tout ça. Tu as ce rapport à des figures mythologiques qui est... alors, je sais pas comment je pourrais dire ça, mais par exemple, tu vois, dans ton bouquin, il y a vraiment cette question de l'hérésie, tu vois, qui traverse tout ton livre. Le printemps républicain comme hérésie du PS. Alors, tu dis aussi la France comme hérésie, alors c'est pas toi qui le dis, mais c'est tes personnages, comme hérésie de la France catholique, tu vois, et même à un moment il y a Cormier, donc le philosophe Cormier, qui a travaillé avec Charlie Hebdo, et qui dit que Charlie Hebdo, en fait, c'est une espèce d'hérésie terminale un peu gnostique. Et que c'est même l'essence du catholicisme. Oui, voilà, tu vois. C'est quelque chose qu'on dit souvent, c'est que le catholicisme est la première religion qui a organisé sa disparition. Oui, et qu'en fait, la sécularisation, mais c'est des choses... Moi, à titre personnel, ça m'amuse. J'y crois pas, mais je comprends qu'en fait, ça excite et ça fasse bander mes personnages. Voilà. Oui, mais tu vois, j'ai et donc, du coup, que la caricature devient la vraie image. Oui, effectivement, il y a un truc très dialectique, au sens même un peu hegelien, tu vois, dans le truc où, en fait, on reste... C'est beau ici, hein, c'est pas une émission insurbaine. Hein. Ouais. Déjà, Hegel, on est déjà un peu au-delà de Kant. On est une génération plus tard. Non, mais tu vois, il y a un truc très philosophique d'histoire, en fait, tu vois. Et j'ai l'impression que ce que tu essaies de construire, alors, je sais pas, hein, peut-être que je dis n'importe quoi, mais dans ce que tu essaies de construire dans ton œuvre, il y a un peu cette vision presque d'une philosophie de l'histoire et d'une histoire de l'Occident moderne, et du coup, qui travaille le discours réactionnaire, tu vois. Et je pense que toi, tu joues avec ça. T'es un peu fasciné par ça, mais tu critiques ce truc-là aussi, tu vois. Je sais pas si je pense que c'est une excellente lecture. Je répondrais de façon un peu bizarre qu'un bon romancier est un romancier aliéné. Si on n'est pas aliéné, et si nos livres ne nous transforment pas, et si on n'est pas au clair vis-à-vis de ses opinions, on n'est pas romancier, on fait autre chose. Et de fait, le bouquin, par exemple, il a une fin qui va pas. Je sais que les 2 dernières pages, je coupe le bouquin avant les 2 dernières pages, ouais. Le bouquin est idéologiquement beaucoup plus net. Là, j'ai fait une fin bizarre volontairement. Ça, j'ai jamais en parlé parce que j'ai entendu beaucoup de gens dire ça. Un moment, genre, et je l'ai vraiment fait. Et en plus, ça a été un débat avec mon éditrice. Elle aurait préféré que j'enlève les 2 dernières pages. Et moi, je tenais vraiment à ces 2 dernières pages en mode, j'ai pas envie que le bouquin se résolve. Et on peut dire les. Je sais pas si c'est. Oui, disons qu'il y a. Est-ce que ça spoil un livre? Non, parce que on va. Non. Il y a rien de. Il y a pas de révélation. Antoine Goya dit que c'est pas grave le spoil si le livre est bon, il est bon. Je suis assez d'accord avec ça. Disons pour faire très simple. Donc il y a un romancier dans le bouquin qui s'appelle Sauveterre et à la fin qui me ressemble un peu et à la fin on découvre un inédit de lui et cet inédit se passe donc dans le monde fictif de l'un de ses derniers romans et il se trouve qu'il a plus ou moins tué le roi, on sait pas trop dans quelle époque on est et il va se réfugier dans un château dont il restaure la chapelle, sauf qu'en fait au bout d'un moment on comprend que des musulmans pourchassés, on sait pas trop d'où, mais peut-être sur la totalité du royaume, on sait même pas si on est dans un royaume, vont se réfugier ici, et la fin du bouquin c'est finalement face à cet afflux de réfugiés de l'intérieur, la chapelle qu'il a reconstruit pour se marier devient une mosquée. Avec un côté totalement tordu, genre à la fin, c'est même pas réconciliation, c'est à la fin, il y aura presque une transmission symbolique du catholicisme vers... la relève de l'Occident, donc il y a même des blogueurs d'extrême droite plutôt talentueux qui ont dit que c'était un bouquin qui est sur une ligne claire, grand remplacement. Bon. Oui. Il se trouve que je le savais en l'écrivant, voilà. Donc je dis pas que c'est pas vrai, voilà. Mais je trouve que c'est des thèmes qui sont des bons thèmes de roman, et je pense que c'est des thèmes qui sont...
suffisamment forts pour pas les surplomber idéologiquement. Voilà, j'essaie de pas avoir de surplomb idéologique. Et d'ailleurs, les personnages, ils servent à ça dans le bouquin, c'est que ça définit à peu près mon espace cognitif, quoi. Ils sont pas libres, c'est moi, mais ils sont au maximum de ce que je peux penser dans toutes ces contradictions. Donc voilà, c'est ce que j'essaie d'explorer. Mais le bouquin est plus bizarre qu'il n'y paraît. Ouais. Mais j'en ai peut-être trop dit, ouais. Vous aimez Le Grand Remplacement, vous aimerez ce livre. Nous, on y participe activement, tranquillement. On a tous des raisons différentes. Je suis le fruit du Grand Remplacement. Et pour continuer sur Sauveterre, parce que qui est un personnage qui s'inspire de toi. Ce qui est intéressant, c'est que il y a deux ruptures que j'ai notées. Il y a d'abord le truc des gilets jaunes, la rupture des gilets jaunes, et aussi, j'ai l'impression, une sorte de rupture mystique, au point où parce qu'il y a beaucoup, la première moitié du livre, ça discute autour de la spiritualité, de Dieu, même de l'absence de Dieu. C'est quelque chose qui les travaille et tous les discours. Et on voit différents rapports sur ce rapport à Dieu, entre cette absence de Dieu, entre Enthoven et Onfray. Et même Onfray, c'est un peu bizarre parce qu'en même temps, athée, mais qui quand même veut mobiliser tout l'imaginaire chrétien parce qu'il y a quelque chose qui le fait fantasmer dedans. Ce serait la vraie France et tout. Bref, il y a tout ça. Et il y a le personnage de Sauveterre qui a une sorte de révélation mystique ou je sais pas quoi et qui fait une émission autour de Dieu, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui te travaille, toi? Et aussi le truc des gilets jaunes? Alors, Alors c'est très tardif, hein, ça fait de moi un peu un idiot politiquement, mais le moment des gilets jaunes, c'est vraiment le moment où j'ai compris que le logiciel macroniste n'allait pas marcher, quoi. C'est pas mal. Bon, nous, on n'est pas là pour juger. Hein. Non, nous, on est magnanime. Hein. Disons que c'était un moment de lutte des classes. Je lisais Soral plus jeune. Hein, si ça peut te détendre, il n'y a pas de souci. Hein. Je sens qu'une perche m'est tendue, mais je ne regardais pas de vidéo de Soral plus jeune. Je ne sais pas qui est cette personne, d'ailleurs. Non, il y avait donc voilà, c'est un moment vraiment, mais presque épiphanique de la lutte des classes existe. Et c'est pas elle existe pour être résorbée, c'est vraiment. Mais je pense qu'il y en a plein dans ta elle existe, on est dans le dur et. À moins d'une révolution, on s'en sortira pas. Voilà, c'était vraiment. Moi, en plus, je l'ai vécu. J'habite dans un arrondissement très haussmannien. J'ai vraiment vécu les gens qui arrivaient en chasuble dorée, qui descendaient de la gare du Nord, et je voyais ça des fois des fenêtres d'appartements bourgeois. Enfin, il y avait un truc un peu délirant de. Pourquoi t'en fais une révélation religieuse? Alors voilà, c'est toute la question. C'est qu'à l'époque, moi, j'ai tenu une sorte de journal un peu au jour le jour des événements, parce que je sentais qu'il se passait quelque chose. Et il se trouve, c'est mon côté Victor Hugo. Dès qu'il y a du peuple, il y a de la mystique. Voilà, il y a quelque chose. Voilà, il y a quelque chose et c'est le bordel dans ma tête. Donc moi je suis pas allé jusqu'à... C'est un truc de droite quand même, je trouve. Ouais. Non, disons on peut pas accuser Victor Hugo d'être de droite, mais voilà, il y a un bordel, voilà, il y a un. Oui, bordel. Non, mais si tu prends tes références à toi, oui, d'accord. Mais il a quand même dit qu'il fallait fermer des prisons, hein. Il se passe, voilà, ouvrir des écoles. Il se passe quelque chose, et d'ailleurs j'en suis revenu, c'est-à-dire que je ne suis pas converti suite à l'événement des Gilets jaunes, mais ça a créé un trouble qui a dépassé le côté. Le trouble politique, ça a presque frôlé pour moi le trouble mystique. C'est-à-dire que la société à laquelle je croyais, le monde auquel je croyais, s'effritait. Donc je lui ai prêté ça, je lui ai prêté des tourments mystiques qui sont largement supérieurs aux miens. Après, si on prend chacun de mes romans, ça finit par une conversion. Il y a des parcours hyper forts avec la religion. Donc c'est une question qui n'est pas tranchée dans mes livres, mais je compte pas la trancher. J'écris des livres. Même, j'écris des livres pour ça, dans la mesure où c'est parce que je suis pas chrétien, parce que je suis de culture quand même chrétienne de famille, c'est parce que je ne suis pas chrétien que je suis romancier. Et je pense que je vis à ma petite échelle, c'est un peu délirant de le dire comme ça, mais je vis à ma petite échelle l'histoire du roman lui-même qui naît au XVIe siècle, de l'apparition des premières ruptures avec le dogme en fait. Ouais. Voilà, je suis et je pense que le roman il est précisément dans cette ouverture-là. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a plutôt des mauvais romanciers aujourd'hui qui pensent qu'il faut rattacher le roman au grand récit religieux. Je pense que c'est pas très sérieux. Mais par contre de tenir la question religieuse ouverte dans le roman, en tant que le roman, la religion c'est la vision aussi comme le roman de la totalité, voilà, d'une totalité qui n'est pas pensable. Et moi, par exemple, là où je peux venir très facilement sur des terrains catholiques, c'est sur la question du péché originel en tant qu'inconnaissance. Moi, j'ai fait de la philosophie, je suis obsédé parce que je ne peux pas connaître. Le fait que je ne puisse pas connaître est une souffrance permanente. Et j'ai tendance à relier ça au péché originel, une sorte de fait que je suis imparfait, mais on peut totalement avoir une lecture marxiste de la chose. C'est pour ça que t'es romancier. En termes d'aliénation. Enfin, ça marche
en fait, toutes les formulations existent de cette question qui fait que je souffre de ne pas comprendre et j'écris des romans pour comprendre. Mais alors du coup, ça rattache parce que ce qui est assez marrant dans ce bouquin, c'est que, alors, comme tu dis, c'est traversé par la question religieuse et par une espèce de vide spirituel qui traverse l'Occident. J'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc-là qui rejoint d'ailleurs certaines thématiques encore qui sont portées par exemple ici. Et justement, il y a une crise religieuse. En fait, c'est plus qu'une crise politique, c'est une crise religieuse. Bon, alors, là, j'ai essayé de retrouver la question que je t'avais posée sur... tu m'as dit que tu n'arriverais pas à répondre, mais j'essaie quand même. Sur Emmanuel Todd, tu vois, qui disait, en gros, qui a un peu le même diagnostic que toi, que la fascisation et l'islamophobie, qui est vraiment l'élément le plus probant de la fascisation, vient de la gauche, et que cette fascisation, en fait, était le signe d'une crise religieuse et qui vient de la déchristianisation récente de certaines parties du pays, et que c'est là où l'islamophobie est la plus prégnante. Donc voilà, toi tu dis que tu trouves la question de la laïcisation dans une autre partie de la gauche, qui n'est pas tout à fait la même que lui, parce que lui c'est très la gauche européiste, alors que ça vient de et alors que toi c'est plus la gauche chevènementiste, qui était déjà anti-européenne depuis assez longtemps, tu vois. Donc il y a deux... Oui, et par ailleurs, a priori, historiquement, les chevènementistes et printemps républicains se détestent. Enfin, ils sont plutôt alliés maintenant, mais à la base, ils sont vraiment pas... Enfin, Laurent vient pas du chevènementisme. Dans mon bouquin, oui. Dans la vérité, non. Alors ça, c'est Mais c'est ça la difficulté que j'ai parfois sur le livre, c'est que tu sais pas trop ce qui est... Non, mais par contre, ça me permettait un moment, il traîne au PS et on sait qu'il est un peu chevènementiste, et on se souvient que Macron a été chevènementiste un moment, et ça permet de faire apparaître un personnage... Ça me faisait rire que le Macron de 22 ans traîne dans son bureau pour prendre des leçons de jacobinisme. Bon, je peux pas répondre à ta question parce qu'elle est trop grande, mais moi je serais méfiant de toute théorie qui considérerait que les sociétés religieuses sont réconciliées et que les sociétés sécularisées sont en crise. J'aurais tendance à penser qu'il y a de la crise partout. Voilà. Oui. Et qu'il n'y a pas de société, il n'y a pas d'idéal qu'on peut rejoindre, parce qu'on peut avoir une vision décoloniale réactionnaire d'une société qui, parce qu'elle renoncerait à l'Occident, se réconcilierait. Je ne pense qu'une société réconciliée, ça n'existe pas. Voilà. Donc je nuancerais par rapport à ça. Oui, bien sûr. Non, mais après, effectivement, Mais j'ai pas plus de réponses. Mais faut faire du Emmanuel Todd. Il faut des cartes. Des départements bleus et rouges. Ils sont où les catholiques familiales? Moi, je viens d'un département. Je viens du département de la Mayenne qui est cœur catholicisme zombie. Oui. Qui vote Macron, qui vote européen, qui a historiquement encore aujourd'hui, qui a quand même un Rassemblement national très faible. Et qui a donné lieu. D'ailleurs, moi, j'avais fait une chronique là-dessus ça m'amusait à une bataille. CNews avait fait beaucoup remonter les faits de violence sur personnes à Nantes. Parce que Nantes, c'est un peu la capitale des cathos de gauche, et que si Nantes tombait, Lyon était tombé depuis longtemps, Lyon, il n'y avait pas de problème, mais si Nantes tombait, les cathos de gauche tombaient, et c'était le dernier verrou qu'empêchait le catholicisme français de résilier son héritage, on va dire socialisant, enfin en tout cas social, pour devenir un catholicisme identitaire. Et moi, c'est quelque chose que j'observe un petit peu, c'est je traîne un peu dans les églises quand je vais là-bas, et je vois le remplacement. Effectivement, il y a un catholicisme identitaire où, par exemple, hommes et femmes ne sont plus mélangés. Quand j'allais dans des églises gamins, ils étaient mélangés. Donc c'est pour ça que là, il y a une bataille. Adèle avait une question. Salut. Alors, en fait, j'avais une question, mais qui recoupe un petit peu ce sur quoi vous étiez. Donc, ce sera dans la continuité logique. J'espère qu'on m'entend bien. Ouais, parce que moi, il y a un truc, en fait, l'un des points de convergence que je vois entre ce fragment de la gauche du printemps républicain qui se détache sur la période que tu racontes et qui finalement se retrouve avec des affinités et des affinités objectives et ensuite plus ou moins affectives avec la droite et l'extrême droite. Moi, j'y vois quand même un point commun qui est assez vraiment bien abordé dans le roman, c'est la question du deuil spirituel donc, que vous avez évoqué, qui recoupe du coup le deuil de l'Empire colonial aussi.
Comment dire, mais par exemple, pour moi, une des figures qu'on voit que t'as pas pris dans le roman, mais parce que c'est pas une figure de l'ancienne gauche, mais qui est très parlante par rapport à ça, c'est Bolloré, parce que c'est là où on voit bien, comme tu dis, que le catholicisme, dans une région, je veux dire, la Bretagne, qui a quand même une tradition catholique assez forte aussi, mais une tradition de rébellion aussi en partie avec ce discours identitaire aussi de retour, anti-État, etc. Comment dire, moi il y a beaucoup de signifiants qu'on a vus qui ont été trahis, le signifiant laïcité, le signifiant vivre ensemble, universalisme, etc. Des trucs qui venaient quand même historiquement de la gauche. Et moi je voulais savoir actuellement, ou depuis les années qui passent, quels sont les signifiants, les mots qui passent dans l'espace public, qui attirent ton attention justement d'un point de vue de ce renouvellement pour justement en faire un deuil en fait, et passer à autre chose. Un deuil, c'est quand même ça d'abord. Donc voilà. On a pu penser au mot de créolisation par exemple, mais il y en a d'autres qui circulent aussi, quoi. Alors non, moi c'est encore plus écrasant, c'est le terme autour duquel tout tourne et où la gauche a le plus de travail à faire, c'est le travail. Le travail va disparaître. La crise du capitalisme, elle est telle que tout se résorbe en elle. Donc il faut arrêter la gauche du travail, ça n'a aucun sens. On est déjà en train d'organiser l'après, quoi. Le travail est devenu extrêmement rare. Il y a encore des dispositifs de redistribution. Quand il y aura plus de dispositifs de redistribution, là, pour le coup, c'est un travail que doit faire la gauche vis-à-vis d'elle-même. La dernière fois qu'elle l'a fait, mais un peu et probablement pas pour les bonnes raisons, c'était sur les 35 heures. Ensuite, la question a été totalement occultée. Ça s'est un peu revu avec le salaire universel, et c'est revu. Par contre, on l'a bien vu en termes de mobilisation. La loi sur la réforme des retraites a donné peu de mobilisations ont été aussi limpides dans leur expression. Même les grèves de 95 sur les réformes des retraites, les régimes séparés, public-privé, elles étaient plus ambiguës. Là, c'était vraiment... il y avait presque un capital politique énorme pour la gauche qui n'a pas été particulièrement évalué. Mais c'est quelque chose... c'est aussi grave que la crise écologique. C'est quelque chose qui nous coupe l'herbe sous le pied. C'est-à-dire on ne sait pas vivre dans un monde sans travail. Bon, après, ouais. Alors déjà... Mais c'est pas le sujet du bouquin. Non, c'est vrai que ça... Mais la figure de Cormier, voilà, donc philosophe... c'est parce que moi j'ai vraiment il y avait Gerfagnon ou Rosset. Alors j'ai entendu que tu avais... Non, c'est plus Rosset, ouais. Okay. J'ai galéré à trouver qui c'était. Non, mais moi, là parce que ça me faisait péter un câble. Ce qui m'a intéressé, c'est l'existence d'une pensée, parce que j'ai des amis qui lisent Clément Rosset, et depuis longtemps, et ils n'ont pas vu le problème depuis le début. Clément Rosset, c'est une pensée non dialectique. Et qu'une pensée non dialectique est une pensée profondément réactionnaire. Elle peut être emballée de la façon qu'on veut. C'est une pensée profondément réactionnaire. Et moi, ce qui m'amusait, c'était de transférer. Plus il y a la figure un peu là-bas, il y a Alain, l'espèce de philosophe officiel de la Troisième République, vers Mortagne au Perche, une sorte de philosophe du bocage. Et c'était d'imaginer une sorte de miracle grec où il y avait des philosophes sur des petites îles, mais qu'à la place, c'était des petits bourgs, des petites locales du bocage, comme ça, qui communiquaient pas. C'était juste... Pour moi, j'ai l'impression que Rosset, c'est vraiment aussi tu vois, la critique des philosophes des années 60, critique de la déconstruction, mais au-delà de ça, parce que déconstruction, c'est assez vaste, mais au-delà de ça, ils veulent changer le monde. Voilà, d'une philosophie radicale. Et par exemple, moi je pense, l'une des conclusions auxquelles je suis parvenu en écrivant ce bouquin, c'est que il fallait pas du tout jeter l'héritage mai 68, vraiment pas du tout en fait, et que cette espèce de doxa de gauche un peu michéienne ou tout ça, de gauche un peu conservatrice, comme quoi... C'est vrai que Michel, on en parle assez peu, mais... c'est vraiment... Moi, j'ai toujours pensé tout le long, même Frayard, parfois, il me disait, c'est un peu du Michéa. Mais oui, en fait, c'est cette idée que le peuple serait réactionnaire. Moi, ça me paraît une aberration, mais c'est quelque chose qui a été très populaire, et on voit la carrière politique d'un Ruffin repose essentiellement là-dessus. C'est quelque chose qui donne une puissance politique encore en France. Ouais. Et du coup, est-ce que toi, tu es nostalgique parce que tu l'as dit tout à l'heure, un peu du Parti socialiste de Jospin, en fait. Et vraiment, on sent qu'il y a une forme de mélancolie chez toi qui est... en fait,
ce que tu reproches à ces penseurs de la laïcité, comme je le disais tout à l'heure, c'est une espèce d'hypostase de l'État qui fait que, et presque Macron est la conséquence de ça, qu'il y a un centrisme, un extrémisme centriste, on va dire, qui se pose comme... et en fait, ce que toi, tu as de la nostalgie, j'ai l'impression, c'est cette possibilité d'alternance et d'une séparation entre la gauche et la droite qui est très... et c'est ça que tu reproches en fait au printemps-Henri Plan, c'est d'avoir perturbé ce mécanisme de la Ve République qui marchait à peu près bien. Non, parce que je suis pas pervers au point de désirer des alternances de droite. Non, ma nostalgie, elle est plutôt sur une vision un peu tordue que je développe du Parti Socialiste, étant entendu que le Parti Socialiste, c'est c'est la révolution sans la révolution, en fait. C'est la réforme infinie. Et le Parti Socialiste n'a pas de limite. Donc, dans un monde idéal, donc, ce qui n'existe pas, mais un monde où on pourrait gagner sans se battre et sans bloquer le pays ou sans faire la révolution, le Parti Socialiste n'a rien à dire à aucune réforme progressiste. Si demain, on aboutit à la conclusion qu'il faut abolir l'État et l'argent, il y aura un Parti Socialiste pour avoir dans son programme qu'il faut abolir l'État et l'argent. Donc il y a eu un Parti Socialiste, on va dire jacobin, mais dans l'absolu, le Parti Socialiste, qui procède juste d'une scission presque méthodologique de la gauche entre est-ce qu'on fait la révolution ou est-ce qu'on fait la réforme infinie, c'est infini. C'est infini. Et on l'a vu, il y a eu des petits flashs d'infinité sur la réforme du temps de travail. Le temps de travail n'a fait que décroître. Et il n'y a aucune raison que ça soit arrêté à 35 heures. C'est comme si le projet du Parti Socialiste, c'était de désaliéner l'humanité du travail. Et je pense que il marche pas. Hein. Il faut le contester et puis il se prend le choc du réel. Mais il y a aussi une orthodoxie marxiste interne au Parti Socialiste. Et le Parti Socialiste, contrairement à l'image qu'on a, n'est pas qu'un parti qui va se droitiser et qui va trahir, et aussi le nom d'une proposition politique de gauche infinie. Donc on va m'opposer, voilà, c'est très utopique et c'est pas du tout, j'y connais rien en politique et au jeu politique, mais en soi, sauf d'être un cazeneuxiste, enfin voilà, sauf d'être vraiment un droitard du PS, il n'y a pas un point sur lequel les socialistes ne sont pas d'accord, il n'y a pas une évolution sociétale qu'ils ne valident pas. Oui, mais ouais. Progressisme, ils sont là pour trahir en fait. J'ai l'impression qu'il y a un truc, oui, effectivement. Ah non, mais l'autre truc super sympa d'un point de vue romanesque, c'est qu'ils sont là pour trahir. Oui, voilà. Évidemment. Oui. Ouais. Et Olivier Faure. Non, mais avant de. Ouais, parce que. Peut-être avant de venir sur ça, moi, il y avait un truc intéressant parce qu'il y a aussi tout un discours autour de Charlie Hebdo. Un long passage où on voit, et moi, je pense que c'est vrai parce que j'ai déjà entendu des retours sur ça, sur Charb, qui se sentait mal à l'aise par rapport à l'orientation politique qui était prise, notamment par Val, et qui se posait des questions et tout, sur est-ce qu'on n'est pas en train de changer de ligne là, est-ce qu'il faudrait se poser des questions. Et que moi j'ai parfois l'impression que l'anticléricalisme un peu bas du front, et qui est même pas de l'anticléricalisme, c'est un peu le refuge pour certains, parce que on les entend, Léon Frel, et là dans le texte c'est Grémont qui parle du peuple. Moi j'ai l'impression que c'est l'astuce un peu pour abandonner en fait la lutte des classes, et en fait de faire croire que tu restes quand même quelque chose de gauche en parlant du peuple, et en fait d'aller qu'est-ce qui est de gauche, et ben c'est la défense de la tradition française, du pas peuple qui est anticlérical en fait au fond, et qui aime la grivoiserie et le blasphème et tout. Donc j'ai l'impression qu'il y a un peu cette astuce là qu'il y a pour certains pour se faire croire encore de gauche, et que pour moi le plus gros représentant de ça c'est Charlie Hebdo. Mais aussi ce que je trouve intéressant, c'est dans ton livre toute la relation entre Taillevent et Freyer, et en fait entre Onfray et Enthoven. Et en fait ce qui est intéressant, c'est que tu montres que en fait il y a le philosophe de la ville, de l'élite, de la bourgeoisie, des classes moyennes, et l'autre, le philosophe des classes populaires, des blancs. Et en fait, je lis ça et je dis, en fait, c'est le pacte racial. Est-ce que ces deux-là ne sont pas les pactes raciaux, c'est-à-dire face à la crise du capitalisme et à l'abandon de la lutte des classes, en fait, c'est de rassembler les blancs, les blancs ou les classes moyennes des villes, des campagnes, d'oublier la lutte des classes et de dire ah non mais là c'est pas la lutte des classes, c'est la défense de la civilisation française par rapport à la menace qui est l'islam, le Sud, les barbares.
Est-ce que c'est pas un peu... Si, non, mais c'est bien vu, parce qu'il y a clairement quelque chose comme ça, parce que l'idée, c'est que ce soit des contraires qui se réunissent, et que la réunion de certains contraires, c'est la définition du fascisme, en fait. Il y en a un qui est plutôt un libéral, et l'autre qui est plutôt du côté du peuple. Enfin voilà, tous les opposent, mais parce qu'ils vont tomber sous la coupe du troisième personnage, qui est Grémont, l'idéologue socialiste déviant, ils vont devenir, en fait, ils vont fabriquer un parti fasciste français. Et effectivement, alors... Le pacte, ils sont pas assez intelligents pour parler de pacte racial, mais c'est par exemple, il y en a un qui est anticlérical, mais qui va trouver du renfort du côté d'une congrégation de traditionnalistes, de chrétiens en latin. Et on l'a vu, Onfray a par exemple passé du temps dans des monastères tout en écrivant des livres sur le fait que Jésus n'avait pas existé. C'est bizarre, mais ça marche ensemble. Et de l'autre côté, donc Grémont, l'idéologue, il est fasciné même à l'époque où il est socialiste par Maurras. Et Maurras, c'est vraiment le nom d'un pacte social fondé sur l'Église, indépendamment de toute croyance en Dieu, en fait. Maurras ne croit pas en Dieu, mais pense que l'Église, il n'y a pas mieux. Et c'est des positions qu'on a vu Michel Houellebecq adopter récemment dans des dialogues avec Geoffroy Lejeune sur la religion. C'est peur panique d'une société qui ne serait pas régulée par la religion, mais indépendamment de tout mysticisme. Mais peur aussi des autres, quoi. Moi, j'ai l'impression que c'était des bouffeurs de curés, mais qui se disent mais quand même, les musulmans, les arabes, les noirs, c'est pire. Je préfère encore les curés. Ils sont aux deux seuls endroits où il n'y a jamais eu de personnes racisées. Il y en a un qui est à Saint-Germain-des-Prés, et l'autre est dans un département rural où il n'y a pas eu de... la Mayenne, en fait, les deux provinces du Bas-Maine, il y avait la Mayenne et la Sarthe. La Sarthe a eu des usines, donc il y a eu une immigration de travail, et il y en a très peu eu en Mayenne. Donc, et donc, ils sont... à leur façon, la France blanche. Mais ça m'amuse par rapport à cette histoire de Saint-Germain-des-Prés, c'est que il y a une vision du peuple de la France blanche. La France blanche, elle est a priori, effectivement, plutôt à Saint-Germain-des-Prés. Les classes populaires sont beaucoup plus mélangées que les élites. Ouais. Mais d'ailleurs, il y a Tibéri là, qui a sorti un livre pour contredire Tiberge. Tibéri, je me suis dit. Ça se prononce Tibéri, oui, ça se prononce Tibéri. Non, on a eu un moment que vient faire Jean Tibéri. Non, le sociologue, mais c'est Tiberge qui a sorti un livre là pour un peu contredire les discours sur l'extrême droitisation de la population, et qui montre que, en fait, dans les faits, dans les classes populaires, c'est beaucoup plus mélangé. Il y a un peu plus de tolérance qu'il y a dans les classes supérieures. Mais du coup, pour revenir, parce que tu vois, là, quand tu parles de ça, moi, c'est une figure. Pour être sur des questions politiques vraiment contemporaines, tu vois le truc Ruffin, Mélenchon, Ruffin qui veut unir les tours et les bourgs, bon, tu vois, et Mélenchon qui est montré comme une espèce de figure qui est juste ancrée sur des questions indigénistes, parce qu'en fait il veut draguer, tu vois, tout ce truc-là. Et est-ce que tu as à régir là-dessus? Alors, il se trouve que je me suis rendu compte que le personnage de mon bouquin qui s'appelle Grémont, c'est quasiment l'homonyme de Germont, qui était le maire de Massy à l'époque où Mélenchon était son secrétaire de cabinet, je crois. Où Mélenchon a commencé. Donc, j'ai un livre à écrire un jour, je le ferai sans doute pas sur Mélenchon, c'est passionnant. Là, j'ai fait un effort, je me suis dit, sinon le bouquin, il allait avoir une orientation dans sa réception, je vais pas mettre Mélenchon dans le bouquin. Ouais, on se posait la question. Donc, l'absence de Mélenchon, il est présent. Il est à la fin. Non, en fait, il est présent en tant qu'en 2005, après le référendum, il quitte le PS, et mon personnage hésite à quitter le PS, mais il préfère rester au PS. Et d'ailleurs il a une espèce de, il considère que l'aventure Mélenchon-Grémont est plutôt intéressante. Ah oui, et voilà, il regrette même un moment de pas y être allé. Alors sur Ruffin, c'est super. Moi, j'ai eu cette révélation politique dans ma douche ce matin. Cette idée qu'il faut réconcilier, faut parler, voilà. Ces phrases un peu bizarres, faut parler à tout le monde, faut réconcilier la France, machin, mais en fait, j'ai une illumination, mais je n'ai pas envie d'être réconcilié avec les gens qui votent Rassemblement National. En fait, je préfère être ami avec n'importe qui de n'importe quel pays qu'avec quelqu'un du Rassemblement National. Cette idée, en fait, que le peuple français est tellement fort que, à un moment, l'idée du peuple français, il faut qu'il y ait tout le monde. En fait, peut-être il faut pas qu'il y ait tout le monde. Peut-être c'est le refus de... Peut-être que c'est pas une grosse perte. Et ce qui est intéressant dans la geste politique de Ruffin, c'est quand il fait la France des bourgs, la France des tours, c'est vraiment, pour le coup, c'est une caricature de posture gaulliste. C'est-à-dire, le pays est divisé, il y a qu'un seul lieu où il n'est pas divisé, c'est en ma personne. C'est une vision gaulliste, monarchiste. Puis c'est très très délirant. Et puis surtout, comment il veut les réunir. Et très réactionnaire. En lui-même. Oui, en lui-même, voilà. Mais il reconduit quand même un peu le pacte racial, parce qu'en fait, je suis pas sûr. En fait, les tours, dans sa vision, vont être un peu subordonnés à une espèce de
de France éternelle telle qu'il l'imagine. Ah bah, bien sûr, voilà, oui, c'est les tours obéissantes, les tours qui font pas des émeutes. C'est ça. Les tours, des tours un peu idéales, façon de carte postale où on voit des tours avec les champs derrière et puis c'est le même monde, quoi. Des tours blanches, quoi. ou en tout cas blanchies, ou en tout cas qui agissent comme on voudrait que. Voilà. Et parce qu'on arrive vers la fin de l'émission, il y a aussi. On voulait parler de Faure. Il me semble que tu as fait une émission il n'y a pas longtemps avec lui. Est-ce que Faure vient pas un peu. Est-ce qu'il contredit pas un peu le plan de la fin du PS? Est-ce que Faure. Parce que nous, ce qu'on n'arrête pas de dire, c'est que tout en étant sceptique, voire adversaire de Faure, il y a quand même un côté très bon stratège chez lui. Est-ce qu'il n'est pas en train de réussir à ressusciter le Parti Socialiste? Je pense qu'il va le ressusciter en mode. Ça sera une petite force d'appoint. Je pense que la carte politique, elle est à peu près claire aujourd'hui. La France Insoumise, qu'on l'aime ou pas, elle est devenue le parti hégémonique de la gauche. Ça, c'est pour toujours. Il n'y a plus d'aventure à droite de la France Insoumise, comme essaie d'imaginer Glucksmann, Hollande ou Delga régulièrement. Il n'y a plus d'aventure. Là, il n'y a plus d'espace politique. Je pense que c'est mort. Les gens ont compris qu'en fait, il fallait mieux voter à droite que voter Cazeneuve. Enfin, voilà. Ouais. Et par contre, il y a un espace politique hyper intéressant à gauche de la France Insoumise. Il peut se passer... Tu t'y places, là ? Plutôt, ouais. Plutôt, en fait. Moi, j'ai tendance à penser que la France Insoumise, c'est des SOSDEM sympathiques et qu'il se passe des choses à gauche. Et qu'on peut influencer, quoi. Oui, bien sûr, ouais. Et donc, il va se jouer par rapport à ça la même chose qui s'est jouée dans le PS à la fin des années 70. C'est que le PS a pris toute une part du programme plus de gauche pour l'intégrer dans un programme de gouvernement. Bon, après, ça n'a pas hyper bien marché. Et qu'est-ce qui reste du PS ? A priori, pas grand-chose, mais c'est pas grave, quoi. D'où le fait que, normalement, dans la fin du bouquin, quand tu parles de Mélenchon, t'en fais quand même beaucoup un rapprochement avec Mitterrand. Quoi, le Mitterrand, donc, du programme... Il y a eu un... Parce que malgré tout, là on vit une période pas marrante, on a l'impression que l'extrême droite va gagner, etc. Mais en termes de travail idéologique et de reconstitution d'une pensée de gauche, on vit une époque plutôt... Il n'y a qu'à aller dans une librairie ou voir cette émission ou les émissions comme ça. Il y a une efflorescence de pensée gauchiste ou affiliée à la gauche, comme il y a... Moi, j'en ai jamais connu, en fait. Oui, il y a un retour de... Mais c'est ce que tu disais avec... Parce qu'il fait aussi des clubs de lecture marxistes, anti-impérialistes et tout. Comment on fait de la pub, on fait un petit peu de pub pour tes trucs. Mais qu'en fait, il y a un vrai retour de la jeunesse. La jeunesse retourne sur les lectures du marxisme et s'ouvre aussi à d'autres lectures décoloniales, féministes. En fait, il y a un vrai retour de la radicalité sur tous ces sujets-là. Donc, c'est vrai que, en fait, moi, j'ai l'impression que aussi l'extrême droitisation d'une certaine partie de la France, et on le voit, la radicalisation à droite, c'est ce que je t'ai dit au début du PS, c'est aussi la réponse, la peur de voir une partie qui devient de plus en plus conséquente sur ces sujets-là. C'est le backlash sur ce thème-là ne s'explique que par la puissance que c'était mon prix, en fait. Mais est-ce que toi, t'en es pas un peu la preuve aussi ? Est-ce que toi, c'est quoi ? Parce que toi aussi, tu es une forme de radicalisation. On l'a vu avec les Gilets jaunes. Un token. Un token. Bon, une caution bourgeoise. Non, les marxistes de l'antiracisme. Attention, faut pas tout confondre. Non, mais de fait, ouais. Moi, j'avais une vision très confuse du monde politique quand j'avais 20 ans. Je suis arrivé avec un premier livre qui racontait la vie d'un milliardaire, donc la presse libérale était gentille avec moi. En fait, j'ai fait un tournant décolonial pas remarqué en 2017, parce que mon bouquin sur le Grand Paris, ça raconte de l'intérieur les années Sarkozy, en tant qu'elles sont totalement travaillées par la question de l'islamophobie, et mon personnage principal se convertissait à l'islam, et le thème, et le bouquin était bizarre parce que c'était très sauvage dans la mesure où j'avais pas lu, je connaissais rien à la pensée décoloniale, mais j'avais senti qu'il y avait de la pensée décoloniale, et donc j'ai essayé de reconstituer à ma modeste échelle, avec mes outils intellectuels, de la pensée décoloniale. Mais ça marchait bien parce que le Grand Paris, par exemple, l'idée que le préfet de l'Ouvrier qui a créé les villes nouvelles avait d'abord créé des villes pour les déplacés d'Algérie. Donc en fait, il y a eu toute une relecture comme ça, tout un impensé colonial de la banlieue française qui était hyper intéressant à activer. Donc j'avais déjà fait en partie le travail. Mais d'où vient le fait que... j'ai entendu beaucoup ça, que tu avais une espèce de fascination de Sarkozy Alors, je sais pas si c'est des interviews que tu as fait. Oui, en fait, je dis toujours des conneries en interview. Alors, j'ai jamais voté Sarkozy. Il se trouve que j'étais très embêté en 2007 et je pense que l'avenir m'a donné raison. Je me demande si Ségolène Royal, c'était pas pire, en fait. Sur plein de sujets, je trouve qu'elle est extrêmement borderline. Et donc, j'avais finalement voté Ségolène Royal, mais avec un côté... Et c'est vrai que Sarkozy a fait plutôt une bonne campagne.
Et C'est côté un peu disruptif. mais après, j'ai écrit un roman entier de 500 pages, 450, pour une fois de plus déconstruire le propre mythe que je m'étais fait des années Sarkozy. Mais en termes de toi, dans ta radicalisation entre guillemets, c'est quoi? Il y a eu des lectures aussi. Qu'est-ce qui t'a Twitter. Non, mais toi, Twitter, ça a aussi du bon. Non, mais honnêtement, je l'observe souvent parce que les gens que je connais qui sont pas sur Twitter sont politiquement un peu ringards et sont pas. Voilà, la conseil culture, c'est horrible. Bah non, lis Twitter, tu vas comprendre qu'en fait, c'était pas blabla. Et non, moi, il y a eu vraiment 2 moments. C'est MeToo, parce que MeToo, comme ça touche à l'intime et que du coup, c'est une relecture de mes propres comportements passés et qu'en fait, le patriarcat, c'est pas genre un machin du passé, mais c'est aussi moi-même. Enfin, donc, c'est obligatoirement hyper intime et ça oblige à plein de relectures de plein de choses. Et ensuite le mouvement Black Lives Matter que j'ai trouvé sur un point, un mini détail en fait, c'est quand alors ils ont renoncé très vite, mais c'est quand l'État de New York a voulu arrêter de financer la police parce qu'elle était jugée trop raciste. Et j'ai eu une sorte de révélation, genre waouh, genre on a le droit, enfin on peut, c'est possible, on peut ne pas répondre toujours par plus de sécurité, par pas avoir une police surarmée, on peut juste être intelligent. C'est la première fois que je vais, alors ça a pas marché, mais c'était waouh, c'est la première fois que j'ai eu une réponse intelligente à un problème hyper grave. Donc ça a été un éblouissement. Est-ce que, alors ça c'était une curiosité de moi, est-ce que tu connaissais un peu Parole d'honneur, le décolonial, tout ça? Est-ce que tu suivais un peu ou pas du tout? Alors Parole d'honneur vite fait sur TikTok. Oui, parce que monsieur scroll TikTok en fait, c'est ça, c'est sa passion du moment. J'aime pas lancer les vidéos et quand elle se lance seule, je suis hyper content quoi. Donc je veux pas appuyer. Donc oui, non, je connais, j'ai des livres des éditions de La Fabrique chez moi, je crois. Donc oui, c'est bon, voilà. Ouais, donc, je crois avoir qui c'est qui a La Fabrique? je crois avoir un ou deux Ouria Boutelja, peut-être 3, 2 c'est sûr. 2 c'est sûr. 2 c'est sûr, mais il y en a 2. Là, il y aura un 3e, mais c'est coécrit, on va en parler. Mais d'accord, oui, donc c'est des comme quoi c'est aussi le produit des luttes. Tu vois, c'est pas d'un coup tu t'es. Moi, je voulais dire quand même ce qui a aussi et on a quand même un peu une spécificité en Europe. Là, je vais faire du truc un peu cocorico. Je veux dire, en Europe, des pays où il y a des mouvements sociaux encore. Quoi. Je veux dire, en France, il y a eu le mouvement des retraites, les émeutes, Naël, 2005, Adama, les Gilets jaunes. Ça m'avait marqué ça quand le collectif pour Adama s'était réuni pendant un confinement. C'était juste à la sortie du confinement. Enfin, il y avait un truc, c'était l'acte politique m'avait semblé sensé et fort, justement. Mais ça, je veux dire, c'est quand même encore un truc qui existe en France où les gens vont dans la rue et qui travaillent du coup le champ politique, quoi. Forcément, je pense que Mélenchon est aussi le produit de ça, quoi. La radicalisation de Mélenchon sur plein de questions. C'est vrai, moi j'ai vraiment commencé à manifester sérieusement pendant la réforme des retraites. Et il y a une intelligence politique de la manifestation que je connaissais pas et qui m'a surpris en fait. Et ça rend pas, faut pas tomber dans des débilités basistes, mais il y a c'est une très bonne école de politisation. Et on comprend beaucoup de choses. Et puis il y a une intelligence. Enfin après, c'est les autonomes. C'est quelque chose que j'ai senti par exemple plutôt dans les manifs sauvages de la nuit, c'est que les gens qui peut-être vous êtes. En fait, quand on se retrouve par hasard en tête de manif, on regarde toujours derrière soi parce qu'on veut pas être leader. Et c'est comme si on était poussé par la manif et que fallait qu'il y ait une sorte d'assemblée démocratique délibérative instantanée pour savoir si on tourne à gauche ou à droite. Au final, à la fin, la brave nous tombe dessus, ça sert à rien. Mais ça aurait existé 3-4 minutes. Et puis il y a une espèce de, moi je trouve ce qui est assez incroyable de la manifestation, mais en fait de toute forme de moment où il y a une émergence, un événement, c'est qu'en fait il y a une manifestation de l'État, alors que l'État est toujours présent. Ça l'oblige à sortir en fait, à se montrer. Et donc d'être violent. Et donc là, on voit que l'État n'est pas neutre. Et paradoxalement, Martinique, là, actuellement. Clairement, là, on voit. Et paradoxalement, on voit que la manif génère plutôt des gestes de protection et d'extrême empathie des manifestants entre eux. Mais alors, je pense que l'un des bons exemples de ça, ça a été les Gilets jaunes, où tous les discours les condamnaient à rompre, à embrasser l'extrême droite, à embrasser tous les discours sécuritaires et tout. Alors, il y a une partie, ça fait ça, mais vu qu'il y a une lutte en interne, on a vu que c'est plutôt une lutte gilet jaune plutôt de gauche, qui même sur les violences policières, il y a eu une expérience, tout ça. C'est un moment de politisation, d'énormément de... Est-ce que tu as peur des retombées d'être venu ici? Parce que même il y a des amis...
plusieurs personnes, mais de différentes strates de connaissances, je les connais pas du tout et je les connais très bien, m'ont dit, grosso modo, qu'est-ce que tu fous là ? Ça s'est bien passé quand même. On est sympa. Moi, j'ai pas hésité un seul instant à décommander, quoi. Non, ça s'est bien passé, mais c'est intéressant. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que je vais pas sur CNews. J'ai position de principe à pas aller sur CNews ou pas aller sur Europe 1, mais je suis sûr que si j'y allais, j'aurais aucun reproche. Oui, c'est vrai que. En même temps, je pense que ce que représente Parole d'honneur. Oui, mais je veux dire, même France Inter, par exemple, je pense que, ou France Culture, par exemple, on a entendu récemment des espèces de sorties sur la matinale de France Culture contre Rouya Boutelja, qui étaient complètement délirants. Je veux dire, c'est pas que... alors, je sais pas si c'est ce que tu disais, mais c'est pas que... Indigéniste est devenu... Ouais. C'est pire que nazi. Enfin, c'est vraiment devenu l'insulte suprême. Ouais, et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est lâché sans explication. Oui. Oui, mais je pense qu'ils savent même pas. Oui, mais le mal se passe d'explications, nous dit Toven. Il n'y a pas à expliquer le mal. Hein. Oui, c'est ça. Et puis en plus, ces gens ne lisent pas. Donc en fait, sont dans une espèce de reprise, comme tu disais tout à l'heure, de reprise de tropes comme ça, qui surfent. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi la crainte consciente d'avancées antiraciste, décoloniales au sein de la gauche, et que pour eux, le fait que tu viennes par exemple là, c'est aussi le signe encore. Tu vas dire, ah putain, il un pion en plus, un auteur comme Aurélien Bélanger va voir les indigénistes et tout. Je pense qu'il y a aussi une inquiétude. C'est la prise de guerre. Mais tu te rappelles comment ça avait tourné l'extrait sur le butin de guerre et tout. Oui, le butin de guerre. Eh ben écoute, est-ce qu'il y a une dernière question? Vas-y. Parce que tu vois, tu l'as rappelé au tout début en fait, ta génération qui est née au début des années 80, qui a un peu vu la génération chute du mur, où il y avait l'offensive capitaliste à travers les nouveaux philosophes pour établir, verrouiller l'hégémonie culturelle à ce moment-là, a entraîné du coup cette espèce de pessimisme, de pessimisme de fin de l'histoire un peu de long terme. Et il y a un truc, moi, que je vois qu'on constate un peu sur le fascisme aussi, c'est le fascisme, sa propension à susciter de la fascination chez les gens. Parce que c'est un truc tellement outrageant que il y a un truc, voilà, on a envie de voir l'horreur. Moi, voilà. Je me souviens avoir eu envie de voir. Une partie de moi avait envie que Trump gagne quand il est devenu président, parce que ça promettait un spectacle meilleur. Il y a un truc, le fascisme fonctionne à la fascination, c'est son carburant. Et d'ailleurs, sur la question, mais le fascisme a existé dans les années où il était historique, où la victoire de l'extrême droite était totalement improbable, fin des années 90, début des années 2000, le fascisme a existé comme contre-culture, quoi. Oui. Ouais. Et du coup, moi, il y a un truc sur les questions, plus pour te resumer sur des questions, pas forcément que littéraires, mais esthétiques en général. En fait, c'est comment est-ce qu'on fait pour sortir de ce piège de la fascination fasciste et justement en fait aller travailler au contraire à de la création de récits et de figures. En fait, moi c'est plutôt la question des figures esthétiques de gauche, parce que en fait on a du mal, et le PS en est l'incarnation, la difficulté à sortir du mythe SOS racisme, Black Blanc Beurre, etc. Comment est-ce qu'on fait des figures contemporaines dans les années 2020 du XXIe siècle qui renouvellent un petit peu et qui sortent de la fascination morbide pour le fascisme, tu vois, qui est un truc par rapport aux passions tristes, en fait, retrouver des motifs joyeux. La gauche est anti-mythologique. Oui, non mais c'est ça. Donc ouais, et en même temps, mais par ailleurs, ça dépend desquels, oui. Mais en même temps, elle a besoin d'un élan esthétique aussi. Mais par ailleurs, la gauche, il y a plein de gens qui ont eu, par exemple, une politisation de gauche au moment de la découverte de. Enfin, c'est un truc qui est assez typique. Je l'ai même mis dans mon bouquin, je crois, ou dans un autre. Et provinciaux qui arrivent à Paris, ils lisent Bourdieu et d'un coup, ils comprennent le monde. Et c'est vraiment de l'ordre de l'épiphanie. Ou quand on comprend, par exemple, le concept de domination blanche, d'un coup. Ou de patriarcat, d'un coup on comprend, voilà. Donc il y a des types de révélations qui sont des révélations plutôt cognitives que romanesques, mais qui portent vraiment l'espérance de gauche, parce que les personnes qui les ont vécues se sentent quand même profondément désaliénées dans un monde qui a rien perdu de son aliénation. C'est-à-dire qu'on n'a rien changé, mais on avance plus lucide. Tu considères qu'il n'y a pas besoin d'une esthétique de gauche pour nourrir les contestations, parce que... Le problème, c'est que l'esthétique de gauche qui marche, c'est les cœurs de l'armée rouge avec des sous-marins nucléaires en plongée, quoi. Ça existait et c'est très très... Oui, non, c'est pas vrai, ça existe. Il y a des choses du côté... Des luttes décoloniales. Enfin, oui, il y a des figures héroïques partout. C'est pas un hasard si l'image la plus imprimée au XXe siècle, ça a été Che Guevara. Voilà, il y a eu des choses, il y a eu des mythologies fortes, mais.
L'abbé Pierre? Non, pardon. T'as dit quoi? L'abbé Pierre. Qui? L'abbé Pierre. Ah oui. On va pas en parler. Rien à voir. Écoutez, Non, c'était une dernière question. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter, Aurélien, qu'on a oublié de dire? Non, je suis que- très content d'être venu avec le recul. Enfin, j'étais, tout s'est bien passé, j'ai l'impression. Tu reviens quand tu veux. Tu es ici, chez toi, on t'accepte. Tu es c'est un bon token. On en a plusieurs des tokens. Il y a lui là. Lui, ça fait longtemps que c'est un token à nous. Donc, on va le voir. Donc, tu es le bienvenu. Non, mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir parce que, en fait, ce que j'aime bien aussi chez toi, c'est que tu assumes ta figure aussi. Il y a un truc, tu assumes le parcours, le côté un peu bobo blanc qui découvre ces trucs-là et tout. Donc je trouve ça très intéressant. Donc j'invite les gens à lire. Et moi, je lis quasiment jamais de romans. Ça me pète les couilles les romans. Donc, mais c'est bien parce qu'il y avait un peu de politique là-dedans. Moi, c'est plus essai. Donc je conseille aux gens. Non, mais moi aussi, je déteste lire des romans en général. Hein. Ah ouais. Mais t'aimes bien Sauf les quand ils sont écrire. bien, quoi. Ouais. C'est les seuls que je ne lis pas. Donc je rappelle le livre Les derniers jours du Parti socialiste de Aurélien Bélanger. Aurélien Bélanger. C'est un succès là en ce moment, ça va, t'es bien? Ouais, enfin, je vais pas acheter mon appartement, mais ça va. Ça. Bah, tu sais quoi, on a une page Tipeee si vous voulez nous soutenir. La page Tipeee, on n'oublie pas de la diffuser. livre d'Ouria. J'ai pas oublié, t'inquiète pas. Il y a aussi tes clubs lecture, on en parlera bientôt sur les trucs anti-impérialistes. Mais suivez les pages Instagram. Suivez-moi sur Instagram et après vous pourrez les suivre. Je partagerai la page Instagram. C'est plus facile de me faire moi, hein, excuse-moi. Oui, On en parlera. Il y a aussi Est-ce que le magazine Nous, on le vend encore ou c'est rupture de stock? Le 2? Le 1 est sold out. Terroriste, c'est celui qui dit qui est. Ça te plaît? Je connaissais pas l'existence de cette revue. Ah ouais, de nous? On n'arrête pas d'en parler. Donc c'est notre magazine, là, c'est déjà le numéro 2. Leur revue. Cool. Tu vois, t'es vendeur. Il y aura aussi, je reçois. Alors, il y a bientôt la sortie à la Fabrique du livre Combattre l'antisémitisme et l'instrumentalisation de l'antisémitisme. Je sais plus le titre exact. C'est quelqu'un contre l'antisémitisme et son instrumentalisation. C'est ça, contre l'antisémitisme et son instrumentalisation. Avec Judith Butler, avec Frédéric Lordon, avec Maxime Benatouil, avec Ouria Boutelja et Ariela Naomi Azoulay. Klein. Comment? Naomi Naomi Klein. On dit moi, je croyais toujours qu'on disait Klein. Klein. Ouais. Naomi Klein, Ça fait Ariel longtemps qu'on dit Azoulay. Naomi Klein, hein. Comment? Non, mais on a toujours dit Naomi Klein à l'époque de nos logos, tout ça, quoi. Ouais, mais Oui, moi, c'est ça. Ça prend de la moi, nouvelle j'ai génération, donc tu Que vois. pensez-vous du pull de Wissam? Ben, je vous emmerde parce que je voulais être sérieux en fait. Je me suis dit, oulala, je reçois un auteur, je vais être sérieux. On je vais dirait pas- les pulls de Badiou, Mais et ben, qui a les plus beaux pulls du monde. je vous emmerde. Aussi, donc, il y a le livre qui va sortir. On va le recevoir à Parole d'honneur, je pense, le 28 octobre. Carrément. Le 28 octobre. Et moi, je le reçois sur ma chaîne. Je reçois sur ma chaîne Ouria et Ariela pour parler de ce livre le 30 octobre. Donc, il y aura l'occasion d'en parler sur Parole d'honneur et ensuite le 30 octobre sur ma chaîne. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière pub que j'ai oubliée? Dites-moi, c'est tout bon? Eh ben écoutez, on va s'arrêter là. On se retrouve la semaine prochaine. Je crois que vendredi, il y a aussi un truc avec Yazid. Tu vas sur un truc vendredi, c'est ça? Urgence Palestine. Oui, Urgence Palestine, vendredi. Il y aura aussi bientôt le procès de Elias Dimzalen qu'on va suivre et tout. Et on va parler de la répression autour des... Il y a aussi Yanis Arabe. J'ai eu peur de dire un truc raciste. Yanis Arabe. Voilà, on parlera de la répression. L'arabe. On parlera de la répression des personnes pro-palestiniennes. On en a parlé là juste avant sur la perme avec l'imam... enfin non, le responsable... de Pessac qui a été qui est en ce moment réprimé. Donc on parlera de tout ça, ça sera vendredi et voilà, il me reste plus qu'à vous dire à vendredi, à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Cool. Salut.